De retour sur le plateau du docu-débat de Public Sénat après cet éclairant documentaire. Alors l'affaire Tapie est-elle une affaire d'État, une simple histoire de gros sous ou un véritable scandale politique? Et plus largement, qu'en est-il de cette République exemplaire que l'on nous promet depuis déjà si longtemps? Nous allons nous poser ces questions avec mes invités et tenter donc d'autopsier cette affaire Tapie Crédit Lyonnais, affaire qui dure depuis déjà près d'un quart de siècle. Et cet incroyable personnage qu'est Bernard Tapie, vous vous en doutez, vous pouvez bien entendu réagir sur le hashtag DocuDébat. Et pour en discuter, je reçois Thomas Clay. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, auteur de Code de l'arbitrage commenté. Vous êtes un spécialiste de l'arbitrage, vous nous expliciterez un petit peu en quoi consiste. Avec plaisir. Bon, je compte sur vous. Éric Alt, vice-président de l'association Anticorps. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste des questions de République exemplaire, justement, vous nous en parlerez. Oui, bien volontiers. Et enfin, je reçois Laurent Mauduit, journaliste à Mediapart, auteur de Tapie et la République, autopsie d'un scandale d'État. Vous êtes le co-réalisateur de ce documentaire. Alors, je vais vous poser une question, Laurent Mauduit, toute bête, mais quand on voit un peu le personnage Tapie, quand on commence à s'y intéresser, on se dit franchement que ce type était un personnage de fiction, non ? Précisément, si je puis dire, à la différence d'autres confrères qui ont écrit des livres sur le personnage, lui ne m'a jamais intéressé. D'accord. Je trouve que souvent dans le débat public, focaliser sur un homme, ça abaisse le débat public. Et donc j'ai toujours eu, je crois comme Thomas Clay, avec lequel on a beaucoup réfléchi, chacun dans nos métiers sur l'affaire, on l'a trouvé exemplaire pour une raison, c'est qu'on trouve que Tapie fonctionne comme un miroir. C'est-à-dire qu'au travers de Tapie, quels que soient ses caractères propres, on lit tous les dysfonctionnements de notre système. On y lit, vous l'avez vu, l'opacité du capitalisme français. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent en France, qui se passaient sous Mitterrand ou qui sont passées sous Sarkozy, qui ne se passeraient pas ailleurs, dans des pays où l'économie est plus régulée. Et puis, on y lit surtout tous les dysfonctionnements de notre démocratie. Évidemment, d'abord, les dysfonctionnements innombrables de la justice, qui n'est pas indépendante en France et qui, du coup, autorise des coups tordus, des coups bas. On les voit dès le début de l'affaire Tapie, on les voit encore ces dernières semaines. On en a vu sans cesse. Oui, on y reviendra. Les dysfonctionnements du service des impôts. Je veux dire, qui va négocier ses impôts à l'Élysée, dans une autre grande démocratie? En clair, voilà, on a trouvé, enfin moi j'ai trouvé, en chroniquant cette histoire sur longue date, qu'elle était très instructive sur les maladies multiples de notre démocratie. D'accord. On voit vos échanges vraiment croquignolesques de SMS. C'est un jeu pour lui de jouer avec les journalistes, d'être dans cette espèce de rapport de détestation, de provocation, où on est vraiment face à de la manipulation. Écoutez, dans une presse française qui parfois peut être corrompue, parfois, qui n'est pas indépendante, Tapie a joué parfois de la séduction. Et parfois, ça a marché. Je me moque de lui en disant, dites-moi la liste des patrons de presse que vous avez invités sur votre yacht. Et c'est vrai que, d'après ce que j'en sais, il y en a quelques-uns. Elle est longue. Mais je peux vous dire, moi, c'était pas un jeu. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour une raison assez simple. C'est que, évidemment, on lui a demandé de prendre la parole dans le documentaire, parce que dans l'obligation journalistique, il y a l'obligation du contradictoire. Il a refusé. Et je me suis dit qu'après tout, ça donnait peut-être un petit peu de gaieté au documentaire, mais c'était pas ça l'objet. C'est que c'était un moyen pour moi de vérifier, d'aller vers lui. Voilà ce que je vais dire. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire qu'il y ait du contradictoire dans le film. Vous laissez donc à la fin du documentaire une liste assez exhaustive de tous ceux qui vous ont refusé des interviews. On y voit Christine Lagarde, Claude Guéance, on y voit Claude Bartolone, entre autres. Est-ce qu'ils vous ont motivé ces refus? Non, mais c'est intéressant parce que vous savez que Tapie, ça dit aussi quelque chose du système français, a des amitiés de tous côtés. Donc, il commence à faire fortune sous Mitterrand et il finit de faire fortune sous Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles, comment vous dire, dans le système oligarchique français, l'oligarchie est résistante au changement. Et lui a toujours survécu. Et en partie à cause de ses amitiés. Dans ses amitiés, il y en a beaucoup à droite. Sarkozy et ses proches, Brice Hortefeux, mais il est aussi un très proche du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. C'est Claude Bartolone qui va à l'Élysée pour convaincre François Hollande qu'il faut le laisser racheter la Provence. Voilà, donc c'est un aspect, c'est un homme de réseau. Et donc à travers lui, on voit les réseaux et on voit l'aspect très pernicieux de ce système
de capitalisme opaque, de capitalisme consanguin. De toute façon, on va revenir longuement sur toutes ces questions, mais 22 ans de procédure et des allers-retours de centaines de millions d'euros plus tard, l'homme d'affaires est à nouveau devant les juges fin septembre. Mais alors moi, ce que j'aimerais comprendre finalement, c'est, on nous parle de procédure d'arbitrage. Thomas Clay, à quoi ça sert d'avoir recours à un arbitrage dans cette histoire ? Et qu'est-ce que c'est l'arbitrage ? Je vais vous répondre, mais d'abord, si vous me permettez, il n'y a pas eu d'aller-retour. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un aller simple. Oui. Les millions, ils sont passés 403. du trésor public au patrimoine de Bernard Tapie. Ils auraient dû d'ailleurs être demandés après l'annulation de la sentence arbitrale. Oui, parce qu'il ne les a pas rendus pour l'instant. Il ne les a pas rendus parce qu'on ne lui a pas demandé. Donc, il n'a pas de raison de se D'accord, les donc la rendre. procédure est annulée. Lui, il a eu 403 millions d'euros, mais entre-temps, on ne lui demande pas de rendre l'argent. Il touche la somme dans la suite de la sentence arbitrale qui est rendue le 7 juillet 2008. Et cette sentence va mettre quasiment 7 ans à être annulée, puisqu'elle va être annulée le 17 février 2015. Alors, lorsque l'acte est annulé, l'argent obtenu grâce à l'acte doit être restitué. Cet argent n'a pas été restitué. L'enjeu de l'audience du 29 septembre, c'est précisément de savoir à qui appartient cet argent. Voilà. Bernard Tapie dit que non seulement ça lui appartient, mais qu'il pourrait même avoir quelques centaines de millions de plus, et l'État considère que cet argent doit lui revenir le plus vite possible. Donc il n'y a pas eu d'aller-retour. Voilà, il y a eu un aller simple, il y aura probablement un retour, enfin, sans vouloir préjuger. Et alors la question que vous posez, c'est qu'est-ce que vient faire l'arbitrage dans cette histoire ? Cette question, j'ai envie de vous la retourner. Je ne sais pas ce que vient faire l'arbitrage dans cette histoire. On avait une procédure qui suivait le circuit normal, habituel, républicain, qui est le circuit judiciaire, avec des décisions de cour d'appel, même une décision de la Cour de cassation et même de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui est en quelque sorte la formation suprême de la formation suprême. Je parle sous le contrôle du magistrat Eric Alt, ici présent. On revenait devant la Cour d'appel, on était devant la Cour d'appel en septembre 2007, c'est-à-dire 3 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy, et c'est à ce moment-là qu'on décide de retirer l'affaire du circuit, la Cour de cassation ayant annulé la décision favorable à Bernard Tapie, et de la transmettre à un tribunal arbitral. L'arbitrage, c'est pas fait pour ça. L'arbitrage, c'est la justice des affaires, et souvent des affaires internationales. C'est la justice du commerce international pour des litiges entre sociétés de nationalités différentes qui vont choisir un tribunal arbitral composé souvent de personnalités éminentes et elles-mêmes de nationalités différentes qui vont rendre une sentence arbitrale, et cette sentence aura la valeur d'une décision de justice. L'arbitrage n'est pas fait pour détourner la procédure judiciaire dans un conflit avec forte relents politique instrumentalisé par le pouvoir politique de l'époque. Alors, Eric Alt, je me tourne vers vous. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette procédure d'arbitrage alors qu'on n'aurait pas dû, finalement ? Je ne sais pas plus que les autres. C'est ça, un des mystères de l'affaire qu'il faudra bien solutionner un jour. Je crois qu'on est dans cette affaire à un certain degré d'incandescence de la corruption de la République. Toutes les pathologies de la démocratie sont résumées. Il y aura passage entre le privé et le public, porosité entre le privé et le public, continuité entre la gauche et la droite, esprit de caste, une certaine arrogance du pouvoir. Et là, on a quelque chose qui était un peu trop voyant. Et donc, la roue a tourné pour Bernard Tapie, provisoirement en tout cas. Alors, on voit bien qu'énormément de personnalités politiques sont inquiétées dans cette affaire. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais entre Christine Lagarde, Stéphane Richard, qui est son ancien directeur de cabinet, on a eu Claude Guéant, on a eu Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy qui navigue un petit peu tout là-dedans. Il n'est pas inquiété pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas inquiété. Il était président de la République à l'époque, en tout cas, où l'affaire démarre vraiment. Parce que Laurent Mauduit a bien montré dans son livre qu'en fait, ça a commencé 6 mois plus tôt. Oui, en fait, ce qui est intéressant, en même temps terriblement impressionnant dans le fonctionnement de l'État, c'est qu'on se rend compte que, comme l'a dit Thomas, en 2006, l'État était presque sur le point sans doute de gagner, ou en tout cas était dans une position judiciaire très avantageuse. Le cours de la justice ordinaire est suspendu. Et donc se met en place, c'est ce que la justice, les magistrats instructeurs ont établi, les juges d'instruction qui enquêtent, il y a un groupe qui se forme, dont l'ambition, c'est en tout cas la suspicion de la justice, c'est de frauder l'arbitrage, d'arranger l'arbitrage. Et donc, les soupçons des magistrats portent sur quelques personnes, Tapie lui-même, son avocat, l'un des arbitres, Pierre Estoupe. Je trouve, moi, qu'il y a le comportement d'autres arbitres soulève également
Parce questions. que, pour être clair, Laurent Meudus, ça veut dire que quand on met en place une procédure d'arbitrage, on choisit les arbitres. Oui. C'est-à-dire que ce sont les parties qui décident, à l'image d'un jury américain, de mettre un tel et un tel. Si vous voulez, l'arbitrage, c'est fait lorsqu'une entreprise française conclut avec une entreprise américaine qui a un litige. L'entreprise française veut un Français, l'entreprise américaine veut un Américain, et les deux arbitres vont choisir un troisième arbitre. C'est ça le modèle de l'arbitrage. Donc, il est absolument indispensable, l'arbitrage, dans certains grands contrats internationaux. Quand Euro Disney s'implante en France, c'est à la condition qu'en cas de litige, on aille à l'arbitrage. Quand la France implante le Louvre à Abu Dhabi, c'est à la condition qu'en cas de litige, on ne se retrouve pas devant la justice d'Abu Dhabi. Bien sûr. Vous voyez bien que ces cas de figure n'ont rien à voir avec cette affaire. L'arbitrage est la victime collatérale de cette affaire. Alors là, on a donc installé des arbitres qui ont été décidés par les deux parties. Dont on a découvert ensuite, au travers de l'instruction judiciaire, que certains d'entre eux ont manqué leurs obligations, n'étaient pas indépendants, notamment l'un des arbitres, Pierre Estoupe. On a découvert ensuite qu'il avait travaillé auparavant dans d'autres arbitrages avec l'avocat de Bernard Tapie. Et donc voilà, il y a des soupçons multiples sur plusieurs personnalités. Et je voudrais juste m'attarder sur une personnalité en particulier. Donc, qui a été mise en cause, qui est l'ancienne ministre des Finances, Christine Lagarde, l'actuel patron du Fonds monétaire international, et qui a été mis en examen devant la Cour de justice de la République qui est pour aussi négligence. Une juridiction d'exception, finalement. D'exception. L'aspect stupéfiant qui montre aussi, à mon sens, les dysfonctionnements de la justice, c'est que le procureur de la Cour de cassation, donc, qui a émis un avis à destination des cours de justice de la République, a requis un non-lieu. Oui. Je trouve l'histoire stupéfiante. Pour quelle raison? C'est que, imaginons que Christine Lagarde ait été de bonne foi, qu'elle ait eu recours à l'arbitrage sans savoir qu'il aurait pu être fraudé. Il y a dans l'histoire de l'arbitrage un événement stupéfiant, c'est que en novembre 2007, je parle sous le contrôle de Thomas Clé, on a connaissance du fait que l'un des arbitres... 2008, pardon, a manqué à son obligation d'indépendance. En l'occurrence, on sait que Pierre Estoupe... Donc là, conflit d'intérêts, normalement, on devrait... La ministre des Finances avait la possibilité, si elle était de bonne foi, de dire « Ah, on a un problème. On a payé, on doit 405 millions d'euros à Tapie, mais je découvre que l'un des arbitres n'est pas indépendant. Je demande la récusation de l'arbitre et donc l'arbitrage peut être annulé. Or, non seulement elle ne fait pas jouer la récusation, mais en plus, elle le cache à l'Assemblée qui, au même moment, l'interroge. C'est quand même un dysfonctionnement gravissime dans notre démocratie. On a les résultats de l'arbitrage qui sont un indicateur d'alerte, 400 millions et 45 millions d'euros pour préjudice moral. Alors, généralement, préjudice moral, c'est 100 000 euros pour des faits graves. Et là, 45 millions d'euros, on apprend pour un nom qui est écrit sur une poubelle. Il y a là manifestement un excès et un indicateur d'alerte. Et pourtant, malgré tout cela, lorsqu'il est question d'agir contre l'arbitrage, eh bien, le consortium se voit refuser. Donc il y a un ordre un ordre de refuser d'attaquer l'arbitrage. Oui, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, cette sentence, elle est annulée. Elle est annulée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt donc, rendu le 17 février 2015 qui est absolument accablant, à la fois pour les trois arbitres, pour l'avocat de Bernard Tapie, maître Maurice Lantourne, pour Bernard Tapie lui-même, un peu moins d'ailleurs pour lui que pour son avocat, et qui dénonce la fraude. Donc, si vous voulez, la vérité judiciaire... On parle de détournement de fonds publics, c'est bien ça? Alors non, ça c'est le volet pénal. Pardon. Dans le volet civil, la sentence est annulée pour fraude. Il y a une fraude au sens civil, il y a un pacte frauduleux entre les différents acteurs de cette affaire, et aujourd'hui c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on peut dire, sans rien risquer sur votre antenne, cet arbitrage était frauduleux. D'ailleurs, Bernard Tapie lui-même l'a reconnu devant les juges d'instruction lors d'une de ses dépositions récentes. Pardon. Donc l'interrogation est de savoir, si je t'amène juste le propos de Thomas, qui a participé à la fraude. Donc il y a 6 personnes mises en examen pour escroquerie en bande organisée. Vous savez qu'il y a une personnalité qui a été entendue, mais pas encore mise en examen, qui est Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Vous êtes de nouveau entendu. De nouveau entendu. Courant octobre. Parce que c'est dans son bureau que se font les premières réunions à l'Élysée en juillet 2007 pour lancer l'arbitrage. Les premières et les dernières, celles qui décident de ne pas attaquer la sentence. Et par ailleurs, une question se pose, c'est s'il y a eu une bande organisée avec des complicités à l'extérieur de l'État, mais aussi à l'intérieur de l'État, quelle est la nature de la relation
entre Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui reçoit, je vous le rappelle, on l'a découvert lors de la saisie chez Nicolas Sarkozy de ses agendas, qui reçoit Bernard Tapie à 8 reprises entre janvier 2007 et juin 2007. C'est-à-dire avant même l'élection présidentielle, il le reçoit sans cesse. Alors que Tapie, dans la vie des affaires, n'est plus rien et dans la vie politique, n'est plus rien. Et donc l'enjeu de l'enquête judiciaire, donc c'est au-delà du volet civil qui est au centre du débat le 29 septembre. L'enjeu du débat judiciaire, c'est qui a participé à la fraude et s'il y a une bande organisée, qui est dans cette bande. Est-ce que c'est seulement les 8 ou est-ce que potentiellement, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, dans le cadre de cette procédure civile, le président de la Chambre civile de la Cour d'appel, donc chargé des arbitrages, a été nommé il y a quelques jours, à sa grande surprise, à la Cour de cassation, une promotion pour celui qui a annulé donc, cet arbitrage, Jean-Noël Acquaviva. Est-ce que ça vous étonne? Et puis finalement, qui décide de ça? Le fait qu'on extirpe comme ça de la procédure la personne qui s'est rendue responsable de cette annulation, est-ce qu'on doit pointer Christiane Taubira? Qui est derrière? C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui décide des nominations à la Cour de cassation. Sur ce point, il y a un communiqué du président de la Cour de cassation. Je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Donc c'est la procédure normale qui a suivi son cours. Il était lui-même très étonné d'avoir été nommé. On peut dire aussi, à propos du président Acquaviva, c'est que c'était un magistrat, reconnu comme étant un excellent spécialiste de droit de l'arbitrage par tous les spécialistes. Et c'est vrai que lorsqu'il a rendu son arrêt le 17 février, qu'il a mis une date pour examen du fond de l'affaire au 29 septembre, ça pouvait penser que c'était une date relativement courte, un délai relativement court, ce qui laissait penser que lui-même pensait qu'il statuerait sur le fond de la décision. Comme c'est moi qui ai révélé cela, je m'autorise à faire une observation. C'est que donc on a vu plein de dysfonctionnements de la justice de 1993 jusqu'à l'arbitrage frauduleux. Moi, ce qui me stupéfait, c'est que si on met comme des petits cailloux les faits qui se sont accumulés depuis ces dernières semaines, moi, ne laisse pas de m'inquiéter, ou je les trouve intrigants. Il y a un changement du président qui était immergé dans le dossier. Je veux dire, l'affaire Tapie, c'est 20 ans d'affaires. C'est éminemment compliqué. Donc, un successeur est nommé qui doit connaître en 3 semaines tout ce dossier. Pas seulement le président. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement... Je termine juste ma remarque. Et par ailleurs, j'ai révélé également que le parquet a décidé par avance de ne pas assister à l'audience du 29 septembre. De ne pas assister. C'est-à-dire, le parquet, dont Thomas Clé, magistrat pourra le dire mieux que moi, doit veiller au respect de la loi. Et il n'y va pas parce qu'il a fait savoir au parti que c'était, à son sens, une affaire privée. Il y a 405 millions d'euros d'argent public. Voilà, donc est-ce à dire que la justice française n'est pas indépendante? Non, moi je ne peux pas dire ça. Je considère que la justice française est indépendante. Éric Alt pourra peut-être avoir une position statutaire, mais moi qui ne suis pas magistrat, je peux dire que je considère que la justice est indépendante. Simplement, pour reprendre ce que vient de dire Laurent Mauduit, il est tout à fait exact que l'absence du parquet à l'audience du 29 septembre est tout à fait étonnante. Le parquet, lui, n'est pas indépendant. Quand on parle de justice, on parle de justice qui rend les décisions. Est tout à fait étonnante, s'agissant d'une affaire où les intérêts sont évidemment pas seulement des intérêts privés, c'est les finances publiques qui sont en jeu, c'est l'intérêt général, mais en plus où il y a des questions de droit relativement sophistiquées qui se posent et sur lesquelles on aurait aimé entendre l'opinion et l'analyse juridique du parquet. Oui, je crois que dans la nomination de M. Acquaviva, les choses sont normales, mais il y a tellement d'anomalies dans cette affaire que même ce qui est normal suscite une interrogation. Et effectivement, c'est étonnant, le parquet vient souvent à l'audience dès lors qu'il y ait question d'ordre public. Là, il n'ira pas, et ça pose plus généralement la question de savoir si les intérêts de l'État sont bien défendus dans ce dossier. Alors, en parlant d'intérêt de l'État, je voudrais qu'on réécoute notre ami Henri Guénaud qui se faisait une réflexion finalement quelque peu normale sur ce dossier. Si Claude Guéant
à effacer les impôts de Bernard Tapie, ce n'est pas conforme à ma conception de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Pourquoi est-ce que vous avez ce jugement partisan? On mélange tout. Laissons les impôts. Non, non, s'il a pesé sur les impôts de Tapie, c'est tout à fait irrégulier. Toutes les fortunes de France négocient leurs impôts. Vous le savez parfaitement. Mais bien sûr. Chaque fois qu'il y a bien sûr. C'est une information importante pour les contribuables. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans un état de droit. Alors comme ça, moi, je peux aussi aller au ministère du Budget et aller négocier mes impôts. Non, c'est peu de choses. Non, c'est vrai, c'est réservé à qui? Les associations. C'est réservé aux puissants. Après l'affaire Cahuzac, les associations ont posé la question de ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Dire la possibilité de négocier les impôts et la possibilité de négocier aussi le montant des amendes, puisque c'est le ministre en charge du budget qui a le monopole de l'action publique en la matière. Le parquet n'a aucun pouvoir si le ministre ne lui dit pas de poursuivre. Eh bien, je crois qu'au plus haut niveau de l'État, il a été décidé que le verrou de Bercy serait maintenu. Là, on a un indicateur d'alerte de la persévérance dans... C'est encore plus grave que ça, parce que pourquoi est-ce que je me suis autorisé à dire ça ce soir-là sur France 2? C'est que j'avais produit au préalable sur Mediapart un enregistrement de Bernard Tapie dans lequel il racontait qu'il avait été négocier ses impôts, même pas au ministère du Budget, avec le ministre, ce qu'il avait fait, mais aussi avec Claude Guéant, à l'Élysée. Et donc, c'est beaucoup plus encore que le Bercy qui... a le pouvoir, ce qui est assez choquant, de diligenter des enquêtes s'il y a des fraudes fiscales. Ils se sont accommodés. Et du coup, c'est la clé du mystère. Pourquoi est-ce que Christine Lagarde et d'autres ont dit au début de l'affaire, vous inquiétez pas, c'est pas grave, il n'y aura que 30 millions d'euros qui reviendront à Tapie dans sa poche. Or, au total, on sait que la somme a été sans doute 10 fois supérieure. De 280. Ouais, bon. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a une tractation fiscale et c'est dans l'enquête judiciaire que mettent les 3 magistrats chargés de l'enquête, ils vérifient aussi le rôle de Claude Guéant dans la négociation fiscale. Donc c'est une irrégularité stupéfiante, c'est-à-dire que l'administration des impôts accepte de se dessaisir et que ce soit le secrétaire général de l'Élysée qui Cet extrait que vous avez passé est assez symptomatique parce qu'il montre la perte totale de valeur. On a quand même quelqu'un qui était conseiller personnel, je crois que c'est son titre, du président de la République, de précédent, et qui nous dit sur une chaîne du service public que oui, on peut les négocier ses impôts. Évidemment, ça lui a échappé, parce qu'en principe, on n'a pas le droit d'aller négocier ses impôts. Mais que lui, qui en plus essaye d'incarner de manière très maladroite parfois la République, nous dise que finalement on peut aller négocier ses impôts, c'est absolument significatif, je crois, d'une perte de valeur et d'une certaine forme de déréliction de nos institutions. Alors justement, à ce propos, François Bayrou, qu'on voit dans votre documentaire, dit à un moment, il est normal que les puissances s'exonèrent des règles du commun. Enfin, tout du moins, il le pointe. Est-ce que c'est quelque chose de particulièrement français? Est-ce qu'on a ça chez nos voisins étrangers? Comment expliquer cette espèce de sentiment de hors-sol et qu'on puisse se permettre, alors qu'on vote les lois, d'être au-dessus des lois? C'est tout le problème du paradoxe en République. La République, principe, c'est l'égalité devant la loi. C'est au fronton de tous les temples républicains. Et là, pour le coup, il y a un certain décalage entre les principes et la pratique. Et c'est tout l'enjeu des citoyens que de faire en sorte que cette indignation puisse se transformer à un moment ou à un autre. Et c'est tout l'enjeu des citoyens que de réfléchir à l'architecture des pouvoirs, à la façon dont fonctionne la Ve République, en décalage avec les principes qui la fondent. Quand, du coup, François Bayrou nous dit qu'il n'est pas d'accord avec cette idée, est-ce à dire que la plupart des hommes politiques en France sont plutôt assez à l'aise avec cette consanguinité entre les milieux politiques, les milieux judiciaires, médiatiques? Je pense qu'il y a une tradition française, qu'il y a une spécificité française, parce que la consanguinité entre les élites financières et politiques existe partout. Aux États-Unis, vous vous souvenez de Bush et sa proximité avec les pétroliers, les grands groupes pétroliers. La singularité de la France, c'est qu'aux États-Unis, il y a un grand scandale, il y a une organisation des pouvoirs et une force des contre-pouvoirs qui fait que dans un scandale du type Tapie, c'est sur les bureaux du Congrès, 6 mois après, il y a des rapports, vous savez tout. En France, 8 ans après le début du scandale Tapie, ce n'est toujours pas purgé. Parce qu'on a, un Parlement qui est très faible par rapport à ce qu'est le Congrès américain.
il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire, parce qu'il y a une presse qui est faible ou souvent à la botte, et donc n'a vu tapis que sous l'angle people et pas sous l'objet d'une enquête. Les contre-pouvoirs, on pointe dans le film le rôle de la Cour des comptes. Vous vous rendez compte, la Cour des comptes fait un rapport sur les irrégularités, il reste secret. Et il est révélé parce que, voilà, il y a un citoyen qui me le remet avec 8 mois de retard. 8 mois de retard. Alors que dedans sont consignés des faits qui sont sans doute des fautes pénales. Et donc, ça, je trouve que c'est l'anémie de la démocratie. D'accord, c'est la Ve République. Oui, en même temps, je crois qu'il faut pas considérer, pas jeter l'opprobre sur le personnel politique de manière générale. Je pense que cette affaire est au contraire symptomatique de la permanence de certains hommes sur une vingtaine d'années, aussi bien dans les milieux d'affaires que dans les milieux politiques, mais c'est une poignée finalement. Et ce qui est intéressant, de se demander comment cette poignée arrive à être en 1992, 1993 aux affaires et en 2012 encore aux affaires. C'est pour ça que je pense qu'il s'agit plutôt de dérives personnelles bien identifiées, et la justice nous dira de qui exactement il s'agit, plutôt qu'une dérive généralisée du personnel. Oui, mais pardon Thomas Clair, on a eu entre-temps l'affaire Cahuzac, là on a en ce moment l'affaire Big Malion, alors même si c'est pas du même ordre, on a eu Thomas Thévenoud, enfin des affaires on en a tout le temps, vous pouvez pas dire que c'est les mêmes qu'en 92, qu'en 98, qu'en 2008 et qu'en 2015, on a quand même du renouveau. Non, ce que je dis, c'est que dans l'affaire Tapie, ce qui est intéressant, c'est la permanence des personnes concernées. Et ça, c'est tout à fait significatif. Il y a d'autres affaires, mais elles ne sont pas toutes à mettre sur le même plan. Non, bien sûr. L'affaire Tapie, c'est un dysfonctionnement généralisé de l'appareil d'État et la perturbation de la justice judiciaire au profit d'une seule personne. C'est ça l'affaire. Il y a quand même quelques dysfonctionnements particuliers. Par exemple, dans l'enquête pénale, il y a un volet ministériel devant la Haute Cour de justice et puis un volet classique qui est instruit par les juges d'instruction. On voit que la justice fonctionne sur des rythmes différents, qu'il y aura peut-être des solutions différentes, alors que manifestement, entre le cabinet et le ministre, il y a des liens évidents, et que je n'imagine pas que le cabinet fasse des initiatives, prenne des initiatives aussi importantes sans avis de la ministre. Donc, Haute Cour de justice qui pose problème, la suppression de la Haute Cour de justice était promise. Alors pour être clair, la Haute Cour de justice la Haute Cour de justice est une juridiction d'exception. Oui. La Cour de justice de la République est une justice d'exception qui juge les ministres dans le cadre de leurs fonctions. La suppression de cette cour est demandée depuis longtemps. Elle était promise même, je crois, par un candidat promise. En Il y a 2000. un projet de loi constitutionnelle et même cet aspect relativement minimaliste de réforme des institutions, eh bien, il est enlisé. Cette affaire, ce point que soulève Éric Alt est très juste. Le dossier est éclaté entre multiples procédures pénales, civiles, cours de discipline. Ce qui fait qu'objectivement, c'est très compliqué de s'y retrouver. On arrive, quand on suit ça au jour le jour, on y arrive. Mais il y a un point qui est effectivement extrêmement inquiétant sur le fonctionnement de notre démocratie, c'est que pour une même affaire, pour une même infraction, on va avoir un ministre et son directeur de cabinet, qui en principe n'agit que sous les ordres du ministre, l'un renvoyé devant la Cour de justice de la République, dont le moins qu'on puisse dire est que l'instruction un peu tonique n'est pas la marque de fabrique, et l'autre qui va se retrouver devant la justice Donc en l'occurrence, Christine Lagarde d'un côté et Stéphane Richard de l'autre, qui est dans un salon de thé dans un cas, et l'autre Stéphane Richard, qui pour être clair, est aujourd'hui à la tête d'Orange. Oui, voilà. Je termine parce que Christine Lagarde se retrouve mise en examen pour négligence, et encore le parquet, une fois de plus, ici, le même parquetier d'ailleurs, demande qu'elle ne soit pas renvoyée, enfin qu'il y ait un non-lieu, alors que son directeur de cabinet, lui, il est poursuivi, excusez du peu, pour escroquerie en bande organisée et pour détournement de fonds publics. Donc là, il y a quand même un éclatement du dossier. On voit d'ailleurs le même problème dans l'affaire Karachi, qui n'est absolument pas normal. Oui. Alors, je voudrais qu'on avance parce qu'il nous reste quelques minutes. Comment on fait pour mettre en place un système qui soit plus transparent, qui laisse moins l'ouverture à une forme de clientélisme, de mélange des genres? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Est-ce qu'il faut prendre exemple chez nos voisins du nord de l'Europe? D'abord, on s'interroge sur la monarchie républicaine, sur ce pouvoir d'un seul qui se réplique à tous les stades de l'État. On s'interroge sur le rôle du Parlement, sur la composition du Parlement, aussi sur la possibilité pour le Parlement de prendre des initiatives, des commissions d'enquête. On s'interroge sur l'indépendance de la justice, sur la façon dont les procureurs sont nommés. Voilà, ça c'est le minimum institutionnel qu'on peut faire. Je constate que jusqu'à présent, on attend toujours que ce minimum institutionnel, qui était pourtant notamment rappelé par la commission Jospin pour un renouveau démocratique,
Même ce minimum institutionnel n'existe pas. Alors ensuite, il y a, je pense, d'autres espaces de démocratie, d'autres lieux du politique à inventer, mais on ne le fera pas si ce minimum institutionnel n'est pas accompli. Mais alors, sans aller jusqu'à revoir tout ça, moi je m'interroge quand dans certaines municipalités type Levallois-Perret, Patrick Balkany est condamné à 5 ans d'inéligibilité et qu'il est réélu quasi au premier tour, je crois, une fois qu'il peut revenir devant les électeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardon, je vais être clair, une tradition française et qu'on aime cette forme de clientélisme et une monarchie républicaine? Ça ne peut pas être un modèle, Patrick Balkany, quand même. Non, mais en attendant, il est quand même réélu. C'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, c'est de voir que malgré le fait qu'il a été condamné, effectivement inéligible. il fait 5 ans d'inéligibilité, mais il est quand même réélu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de culture? Anticor, lors des lois qui ont suivi le scandale Cahuzac, avait proposé qu'on raisonne pour les candidats à des élections politiques comme les candidats à la fonction publique. Donc ils aient un casier judiciaire vierge, condition d'aptitude, pas une sanction, une condition d'aptitude. Eh bien, quelques députés, quelques sénateurs nous ont suivis, mais à la fin, le ministre a dit il y a peut-être un risque constitutionnel. Et tout le monde a été très content de ne pas prendre ce risque constitutionnel. On est ici au Sénat, on est dans les locaux du Sénat. La réforme institutionnelle que appelle Éric Alt de ses voeux, elle est bloquée ici. Parce qu'il faut une majorité des 3/5. Pourquoi est-ce que les sénateurs et les députés ne s'entendent pas sur des sujets? La suppression de la Cour de justice de la République, ce n'est pas un sujet politique, politicien, c'est un sujet démocratique. Le statut du Conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi dans le projet de loi, ça devrait être voté. Donc quoi, on garantit ses intérêts finalement? Aujourd'hui, c'est bloqué. C'est bloqué pour des raisons partisanes, pour des raisons politiciennes, et c'est absolument tragique pour notre démocratie. Un autre exemple pour poursuivre, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'impérieuse nécessité d'une refondation démocratique. Vous prenez donc chacun des volets de cette histoire, vous voyez des éléments possibles d'une réforme. Je continue la liste. La Cour des comptes. Pourquoi est-ce qu'un rapport est opaque? Pourquoi est-ce que la République n'impose pas une règle, sauf quelques rares exceptions, la transparence est la règle? À l'heure d'Internet. L'open data. L'open data. Pourquoi est-ce que tous les rapports publics... D'un autre côté, Laurent Mauduit, vous êtes la preuve vivante ici, et Mediapart également, que finalement aujourd'hui il est compliqué de cacher encore, quoi. Oui, sauf que vous voyez bien quelle est la situation dramatique de la presse, rachetée par des grands oligarques avec un manque d'indépendance qui n'existe pas dans d'autres pays. Et donc ça participe du même problème. Dans une société démocratique, il y a une presse indépendante. La France fait totalement exception, elle est totalement à contre-courant. Et puis, Laurent Mauduit fait un travail exceptionnel, et il faut le souligner aussi bien dans ses enquêtes, dans ses livres, que dans son reportage. Mais il n'y a qu'un seul Laurent Mauduit. Ça ne suffit pas pour faire tenir toute la démocratie. Non, ce n'est pas vrai. Prenez à la Libération, dans les réformes démocratiques portées par le Conseil national de la résistance, il y a une presse libre et indépendante. Il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et donc, l'indépendance de la presse participe de... Oui, c'est sûr. Donc, je récapitule: indépendance de la presse, indépendance de la justice, de manière claire, refonte institutionnelle qui permettrait plus de transparence. Plus de pouvoir au Parlement, plus de transparence. Et le citoyen là-dedans. Des contre-pouvoirs plus forts, c'est... Je crois que le citoyen doit pouvoir agir, mais c'est tout le symbole d'Anticor. On peut maintenant agir devant la justice. Mais une association, aussi vigoureuse et tonique soit-elle, ne peut pas remédier à des dysfonctionnements institutionnels. Donc on peut jouer un rôle d'aiguillon. On ne peut pas se substituer à des institutions qui ne fonctionnent pas. Bon, écoutez, merci messieurs de nous avoir éclairés sur cette question qui est effectivement vraiment pas simple. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle notre adresse mail si vous souhaitez réagir à l'émission, et toujours le hashtag DocuDébat sur Twitter. Et à très vite sur Public Sénat.